C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal du vendredi 7 octobre. Voici les informations que nous allons développer. Mauvaise surprise et stress ce matin sur le quai des paquebots à Papeete. Les croisiéristes du Majestic Princess ont dû faire des tests Covid avant de pouvoir débarquer, car à bord, il y aurait plus d'une centaine de cas positifs. On vous en dit plus dans un instant. Seattle reçoit près de 10 millions de touristes chaque année et parmi eux, il y aura peut-être des centaines de Polynésiens. Avec la nouvelle ligne d'Air Tahiti Nui, nous avons pu suivre les premiers visiteurs locaux qui se sont rendus notamment sur la tombe de l'acteur Bruce Lee. Dans la vallée de Vaiite à Papeari, une trentaine de foyers vont enfin être raccordés au réseau électrique. Les habitants attendaient cela depuis 1987. Les premières demandes de branchement sont en cours. Nous parlerons aussi d'électricité, mais à Uturoa, cette fois, la hausse des tarifs semble inévitable. Reste à savoir quand elle interviendra pour les 1500 usagers de la capitale des Raromatei. Nous en parlerons avec le maire de Uturoa, Matthei Broderson, dans notre rubrique Tehono Ta'amutu. Tahiti Art Dreams, nouvelle saison, c'est à partir de dimanche sur Polynésie la première. La créatrice de cette émission sur le street art, Sarar Opinia, sera en plateau pour nous en parler. Bonsoir à toutes et à tous. Vent de panique ce matin sur le quai des paquebots à Papeete. L'escale du Majestic Princess ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Au moins 120 cas de Covid ont été détectés à bord de ce géant des mers, ce qui a fortement retardé le débarquement des passagers. Faisons le point avec Cybèle Plichard, Patita Savea, Gilles Tautou et Marcel Bonneau. Les touristes au pas de course pour attraper les derniers ferries de la matinée. Et pour cause, bloqués à bord de leur paquebot, ils ont accumulé 2 heures de retard. Hier, nous pouvions nous rendre où nous le souhaitions. Mais ce matin, alors qu'on s'apprêtait à sortir, ils nous ont dit que nous ne pouvions pas débarquer. Ils ont visiblement négocié après les tests Covid que nous avions effectués hier. De nouveaux cas ont été décelés, mais ces personnes sont déjà isolées. Pour les prestataires, c'était -1. Le deuxième jour d'escale est l'unique journée pleine dont disposent les passagers. Le bateau est arrivé hier de Hawaï et repartira déjà pour la Nouvelle-Zélande demain après-midi. C'était un peu du rush. La matinée a été un peu bouleversée. Oui, c'est ça en fait, dû avec des tests au Covid. Donc du coup, c'était un peu rush quoi. On a eu très peur parce que quand on voit le contrat Maramatur des tours de l'île de Tahiti avec plus de 7 bus, dont on parle de plusieurs millions qui auraient pu être annulés. Les prestataires de Moorea qui sont ici pour vendre les prestations de l'île en prenant le ferry inclus, on a eu très peur. Un retard provoqué par le nombre de cas de Covid. Les autorités sanitaires ont procédé à de nouveaux tests, équipage compris. Les 120 cas détectés sur les 4000 personnes à bord sont confinés. Toute personne qui descend, c'est quelqu'un qui a été testé, là, le jour même, négatif. Et pour les personnes qui peuvent descendre, testées négatives, elles doivent porter le masque. Nous sommes d'accord pour conjuguer, disons, le tourisme et les impératifs sanitaires de protection des Polynésiens. Donc ils pourront aller où ils veulent et où vous avez prévu d'aller aujourd'hui. Mais avant, il y a eu un test et il y a eu un contrôle pour être sûr qu'ils n'avaient pas le Covid. Dimanche, c'est l'Eclipse qui doit arriver à Papeete, avec cette fois 2000 personnes à bord et une escale à Moorea et Raiatea. Comme le veut la réglementation, les passagers seront testés une première fois, 48 heures avant leur arrivée. Ils sont 10 millions de touristes chaque année à visiter Seattle. Et à l'occasion du premier vol entre Tahiti et cette ville de l'État de Washington, quelques Polynésiens ont fait le déplacement. Seattle, une ville pleine de distractions. Natacha Silagi et Mirko Vonfou ont pu se rendre en haut d'un magnifique panorama, la tour Needle, un site incontournable. Regardez plutôt. Isabelle et Patrick ont choisi Seattle pour se ressourcer. Comme plus de 2,5 millions de visiteurs chaque année, ils s'offrent un petit tour en hauteur grâce à la fameuse tour Needle du centre-ville, 185 mètres de haut, pour découvrir Seattle et ses 900 000 habitants autrement. Le spectacle est toujours étonnant et donne un peu le vertige, mais le couple de retraités aime les sensations fortes. On aime partir à l'aventure comme ça. On aime bien voir de nouveaux endroits. Je ne sais pas si on reviendra, mais en tout cas, pour le moment, c'est bien. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres villes américaines que vous connaissez déjà ? Il y a moins de foule déjà, c'est paisible, il y a la nature aussi, hein. On est à proximité de la mer quand même, il y a le lac.
plus de verdure. Quoi d'autre? Bon, la différence, c'est c'est tranquille, c'est une ville sportive. Il y a beaucoup les jeunes. Il y a peu de personnes qui sont gros, comparé à Los Angeles, à Vegas, où on va régulièrement. Pas de vacances à Seattle sans faire un tour au cimetière, car s'il existe un mémorial dédié au guitariste Jimi Hendrix, l'acteur star Bruce Lee est enterré ici avec son fils. Les visiteurs viennent se recueillir sur leur tombe pour se rappeler ses films. Lui, il est mort à 33, oui. Oui, et le fils, 28 ans à peu près, c'est ça? Ouais. Ils vivaient tous les deux à Seattle. À Seattle, voilà. Et ça, on le découvre. On ne savait pas qu'ils étaient à Seattle. On ne savait pas qu'ils étaient ici, qu'ils sont enterrés ici à Seattle. Bah, c'est quelqu'un de notre époque, ça. On a vu tous ces films, c'est formidable. Bah, on est content d'avoir vu la tombe de Bruce Lee, en tout cas. Plus de 730 000 habitants à Seattle, mais pas de foule dans les rues. Isabelle et Patrick ne voulaient pas non plus passer à côté de Chinatown et de ses bons restaurants chinois. Ça rappelle un peu la Polynésie dans l'assiette. Retour à Tahiti, une vingtaine de jeunes Polynésiens ont été promus policiers adjoints. La cérémonie de sortie de la 8e promotion a eu lieu ce matin en présence du haut-commissaire de la République, Eric Spitz. Parmi les nouveaux policiers adjoints, le major de promotion Kali Ihei Ganive et Hokou Toko. Ce sont eux que l'on écoute au micro de Gilles Tautou et Marcel Bono. Mon père a été policier, mon frère est policier en France et pour moi c'est une vocation qui est née. Et c'est que le début d'une longue carrière, j'espère. J'ai 19 ans. Mon père, il était pompier. Et mon grand frère, ici présent, il travaille à la police municipale. Du coup, comme j'ai dit précédemment, j'ai voulu servir la population autrement en suivant son chemin. Et du coup, voilà. Le fond de la vallée de Vaité à Papeari sera bientôt raccordé au réseau électrique. Une trentaine de foyers sont concernés, soit près d'une centaine de personnes qui ont désormais la possibilité de se brancher au réseau. Cela faisait plus de 30 ans qu'ils attendaient cela. Nicolas Suir, Patrick Tsing. Depuis hier, la télévision et tout l'électroménager de Philomène fonctionnent grâce à un raccordement électrique et non plus grâce à un groupe électrogène. Tout est plus facile pour cette dame de 74 ans et il était temps, car elle vit ici depuis plus de 40 ans. C'est plus pratique parce qu'on pique ça. C'est pratique ça. Mais l'électrogène, c'est un peu difficile à aller tirer, mettre l'essence, aller acheter. Hein? Donc là, vous êtes heureuse? Oui, on est tous heureux. Après plus de 30 ans, le fond de la vallée de Vaité est enfin raccordé au réseau électrique. 30 ans que des pourparlers entamés avec les riverains n'aboutissaient à rien. Il y a beaucoup de riverains, donc sans compter les terrains indivis. Donc il a fallu obtenir l'autorisation de tout le monde en fait. Et il y en a qui étaient contre? Et il y en a effectivement qui étaient contre dans un premier temps. Maintenant que tout est débloqué, Dany espère être branché au plus vite, comme Philomène. Il vit dans la vallée depuis 20 ans. Lui aussi s'est contenté d'un groupe électrogène, mais ses enfants veulent autre chose. Les enfants, tu sais, l'époque, ils changent. Hein. Après, il y a le temps qui arrive, ça change, Internet, tout ça, il y a tout qui améliore. Voilà. Mais c'est tout maintenant, l'école, ils passent par Internet maintenant. Les devoirs des enfants... Il faut l'Internet aussi maintenant. Avec l'électricité en continu, de nombreux propriétaires de terrains nus ont envie de s'installer. 70 parcelles de terrain attendent autant de nouveaux foyers dans les années à venir. Et nous ouvrons maintenant notre rubrique du vendredi, le lien avec les archipels Tehono Ta'amutu. Et ce soir, nous allons parler électricité, encore avec le maire de Uturoa, Ar-Eatea, Matei Broderson. Yorana, merci d'être en direct avec nous ce soir. On l'a vu dans l'actualité depuis le début du mois, le prix de l'électricité augmente pour une grande partie des clients d'EDT. Uturoa a la particularité parmi les communes du Fénois d'avoir sa propre centrale électrique thermique gérée par la commune. Monsieur le maire, est-ce que vous allez, vous aussi, augmenter les tarifs de l'électricité bientôt à Uturoa? Yorana Maroki et Yorana les auditeurs, en effet, nous sommes obligés de suivre l'augmentation des tarifs. Mais bon, nous essayons au mieux
de les augmenter le moins possible. Car en effet, depuis 2021 à peu près, les tarifs ont commencé à augmenter jusqu'à aujourd'hui. Il y a une différence de 17 francs au litre, hein, ce qui fait un coût de production à peu près de 47 francs le kilowatt. Et grâce à la péréquation que le pays a mis en place, et je remercie notre patria Yvonique ainsi que le gouvernement d'avoir pu mettre en place cette péréquation qui permet à peu près de maintenir le tarif à 10 francs moins cher que le tarif réel produit, hein, c'est-à-dire à peu près à 37 francs en moyenne le kilowatt. Quand est-ce que vous pourriez décider d'une éventuelle augmentation? Ben, là, nous avons suivi un peu les tarifs et nous sommes à peu près à 1 franc de moins, mais on ne pourra pas tenir éternellement ce tarif-là. Et là, si les tarifs étaient revus, et je remercie aussi le FRPH, hein, Bouissou, qui a essayé de maintenir le FRPH encore. Et là, nous sommes à 85 francs. Le litre acquis par la commune, alors que depuis 2021, on était à 68 francs. Et on ne pourra pas tenir éternellement parce qu'il n'y a pas que ces tarifs-là du gasoil, il y a aussi la maintenance qui a augmenté, tout a augmenté rapidement. Depuis 2020. Tavana, voilà donc pour le point de l'électricité. Sur le point des déchets, il n'y a plus de centre d'enfouissement à Outuroa. Les déchets partent donc à Avera, dans la commune voisine. Est-ce que vous avez des solutions à venir, des pistes de réflexion rapidement? Nous avons plusieurs pistes de réflexion, mais ce ne sont pas des solutions rapides, hein. Là, nous avons eu quelques solutions, là, mais pas encore définitives. Mais le dépotoir de Outuroa est situé sur un terrain privé et les propriétaires ont décidé d'arrêter le bail. Je les comprends tout à fait. Et nous essayons de mettre en place la réhabilitation, chose pas facile et très coûteuse. Mais d'ici quelques mois, je pense que nous aurons des solutions pérennes. Et la solution aussi du CET, c'est la seule pour l'instant probable, mais nous essayons de voir aussi des solutions d'incinération pour les jours à venir. Des pistes de réflexion toujours en cours. Donc, merci Tavana Matei Broderson d'avoir répondu à nos questions concernant donc l'électricité et les déchets à Outuroa. Merci beaucoup. Malheureux. Cela fait 18 mois que l'Université de Polynésie française est en travaux. Le pôle de recherche et le centre d'hébergement des étudiants sont en cours de construction. Près de 3000 mètres carrés de surface pour un investissement d'1 milliard de francs. Ces bâtiments vont accueillir les chercheurs de l'université et vont libérer de l'espace pour de nouvelles salles de cours, notamment. La fin des travaux est prévue mi-décembre au plus tard pour un emménagement court en janvier. Patrick Capolsigny, le président de l'Université de Polynésie, est au micro de Patita Savea. Nos chercheurs ici, ça va pouvoir permettre de créer une vraie dynamique de recherche avec de l'interdisciplinarité entre les recherches des différents chercheurs. Et puis, ça dégage des espaces qui vont nous permettre d'avoir des salles de cours, d'avoir un peu plus de place pour notre administration aussi, qui aujourd'hui est très à l'étroit dans ses bureaux. Et donc, ça va donner un peu de respiration, une vraie respiration au campus. C'est dimanche à 17h45, Art Dreams Tahiti, saison 2, une émission hebdomadaire qui nous emmène à la rencontre d'un street artiste international en immersion au Fénois. Le partage culturel, l'inspiration, les rencontres, tout cela est condensé dans une œuvre artistique ou plutôt documentaire. Voici un petit extrait. On a appris effectivement à décortiquer, râper la coco, etc. La goûter aussi. Donc ça, c'était hyper intéressant. La bouche et les deux yeux. Copraculteurs, pêcheurs, artisans et entrepreneurs, la famille Chonon-Tiariki sait tout faire et valorise habilement tout ce que la nature leur offre et que leurs mains expertes et agiles touchent et transforment. Et pour parler de ce programme Art Dreams Tahiti qui débute donc dimanche à 17h45 sur Polynésie la Première, Sarar Opigna est notre invité. Bonsoir. Yorana Maruki, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Art Dreams Tahiti, la saison 1, c'était 6 magazines de 13 minutes qui suivaient 6 virtuoses de la peinture murale. Qu'est-ce que nous propose la saison 2?
Alors tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très heureuse de faire ma rentrée un peu après tout le monde pour te retrouver, vous retrouver et t'annoncer effectivement le lancement de cette deuxième saison qui se veut plus riche, plus dense. On va traiter plus en profondeur les thématiques abordées dans chaque épisode, plus que ça n'était le cas dans la saison 1, mais tout en gardant l'âme et l'esprit de la série qui est un peu le reflet du festival Ono'u, en invitant les spectateurs au voyage au cœur du patrimoine naturel et culturel polynésien à travers, comme tu le sais, la réalisation d'œuvres d'art murales sublimes, qu'elles aient été réalisées d'ailleurs par des artistes internationaux invités du festival, mais aussi par des artistes locaux talentueux que j'ai un grand plaisir à faire découvrir dans chacun des programmes de la saison. Vous êtes co-réalisatrice donc des 7 épisodes de 26 minutes, format documentaire, plus en immersion donc c'est vraiment une expérience unique ce Art Dreams Tahiti. Oui, c'était un challenge personnel, collectif aussi, puisqu'effectivement, donc, je suis auteure de la série, je la co-réalise et je la produis. Je veux vraiment remercier également mon co-réalisateur Samuel Cuneo et toute l'équipe de production qui a derrière un projet comme celui-ci, notamment les équipes de Lucid Dream, de South Fiction, qui m'ont permis en fait, techniquement aussi, de réaliser cette vision que j'avais, de proposer en fait un format de documentaire qui est très nouveau, qui est assez unique déjà par ce mix de l'art, de l'insularité, de l'écologie, les thématiques qui sont abordées, mais qui permet aussi de découvrir au-delà des fresques les histoires, les Polynésiens qui sont les messagers et les gardiens aussi de ces traditions. Là, on voyait l'extrait du premier épisode qui est sur Aranguiroa. Avec ce KVO qui a été dessiné justement sur la résidence Lune. Sur la résidence des Hauts-du-Tira, OPH. Donc, c'était à l'initiative de la continuité de ce partenariat qu'on a créé avec l'OPH, qui nous permet d'avoir des supports d'expression. Mais au-delà de cela, c'est montrer en fait que l'art est un vecteur de lien social, que c'est un vecteur aussi qui fédère une population. Et au-delà des œuvres, cette série invite à découvrir les Polynésiens qui œuvrent quotidiennement pour la valorisation de ce patrimoine. Rapidement, vous parliez de lien social. La deuxième phase du festival Ono'u va débuter dans les prochaines semaines. C'est un projet à Veitavatava. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pas tout à fait, en vérité. Mais effectivement, j'avais annoncé une première partie qui se tenait à Luynes sur la protection des océans. Donc, Ono'u revient d'ici un mois à peu près pour une deuxième partie, toujours avec l'OPH et la mairie de Papeete qui nous accompagnent sur un projet d'envergure dans le quartier de Veitavatava. Il s'avère que c'est aussi un quartier qui majoritairement accueille des habitants issus de Huahine notamment, qui est également un des épisodes que l'on dédie pour cette deuxième saison de Art Dreams. Donc il y aura un écho aussi avec les îles, avec la tradition des chants et des danses polynésiennes pour que ce soit vraiment comme une légende qui soit projetée sur ces façades. Mais avant cela, voilà, il y avait déjà Art Dreams que j'étais très heureuse de pouvoir faire découvrir aux Polynésiens. Et je remercie encore autant Polynésie la Première que le groupe OPT qui nous permet, après la première diffusion en télé, de rendre les épisodes disponibles sur leurs réseaux sociaux, sur Internet et leur page Facebook OPT également. Merci beaucoup Sarah Opigna Art Dreams Tahiti. Le premier épisode de la saison 2, c'est donc dimanche à 17h45 sur Polynésie la Première et ce sera ensuite hebdomadaire. Tout à fait. Et alors on m'a annoncé que le programme avait tellement plu qu'il serait également tous les mardis après le JT à 19h25 à partir de la semaine prochaine. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Sarah Opigna. Le 12e cross des écoles de Uapau a eu lieu hier avec les élèves de toutes les vallées de l'île qui ont fait le déplacement, des classes de section des tout-petits au CM2. Les enfants ont pu tenter de décrocher 4 places pour le grand cross des écoles de Polynésie qui aura lieu à Tahiti avec tous les meilleurs jeunes coureurs. Produire 100% local et atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est le rêve des pouvoirs publics au Fénois, mais nous sommes encore trop dépendants des importations maritimes. Il nous faudrait plus de terres cultivables et plus d'agriculteurs. La foire agricole est même là pour nous le démontrer. Reihireo et Jacques Damour y ont rencontré quelques exposants. Du Fa'apu à l'assiette, c'est le thème de la 36e foire agricole du Fénois. Rien de compliqué en théorie, mais dans la pratique, les restaurateurs ont du mal à s'approvisionner en produits locaux. Produits locaux en ce moment, c'est difficile à trouver. Le manioc, patate douce, taro, taroua, le ufi. Très difficile à trouver ces produits-là.
Mais les concombres, tomates, tout ça, c'est facile à trouver, hein, un peu partout. Hein, ouais. Juste à côté, le stand voisin propose du ma'at Haïti. Mais là également, certaines commandes ont été passées au Rarumat il y a plus de 3 semaines. Des îles principalement, c'était du coco, de Taha, du manioc de Taha, de Huahine, c'était du mitihoué, et des pareils de Taha, c'était des Umara aussi. Voilà. Un constat partagé par les agriculteurs présents à Outumoro. Selon eux, tout comme en métropole, les fruits et légumes du Fénois suivent un calendrier de saisonnalité, mais il faudrait également multiplier par 2 notre production pour satisfaire la demande. Quand ils appellent, il n'y en a pas, mais on leur dit, il n'y en a pas. On ne peut pas inventer aussi, on propose. Le but de demain est de vraiment réduire l'importation. Et pour arriver là, il faut de la terre et des agriculteurs et de la bonne volonté. Pour arriver à cette finalité, le chemin est encore long, mais en attendant, vous pouvez profiter des produits locaux vendus à la foire agricole jusqu'à dimanche. L'information principale à retenir ce vendredi soir, au moins 120 cas de Covid ont été recensés à bord du paquebot Majestic Princess en escale à Tahiti jusqu'à demain. Ce matin, au débarquement, des dépistages ont été organisés pour filtrer les sorties, alors qu'hier, ce n'était pas le cas pour le premier jour. Une situation difficilement compréhensible. Les prestataires ont dû s'adapter, les croisiéristes aussi. Ce soir, sur votre petit écran, la finale polynésienne des voix des Outre-mer, le concours de chant, puis l'élection de Miss Calédonie 2022. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur nos antennes. Je vous dis à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.